Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu plus particulière. Je suis avec mon associé maître Julien Darras, qui est avocat fiscaliste à Paris. Vous ne le savez peut-être pas, mais je travaille souvent avec lui sur des dossiers de structuration internationale quand ça implique la France. Ça peut être aussi des demandes de rescrit fiscal, ça peut être aussi vous défendre si vous avez déjà des problèmes avec l'administration ou même des procédures concernant certains de vos biens en France. Et bien sûr plein d'autres sujets. Mais aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne tous les expatriés. En tout cas c'est quelque chose que vous devez savoir avant de partir, à savoir l'exit tax. Salut Julien, merci d'être présent sur ma chaîne pour cette vidéo, pour nous expliquer un petit peu plus en détail l'exit tax. Déjà, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter pour ceux qui nous regardent ? Alors, donc moi je suis Julien Darras, je suis avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité, et en particulier la fiscalité internationale, parce que j'ai une appétence particulière ayant vécu moi-même à l'étranger, dans différents pays, l'objectif c'est d'accompagner les entrepreneurs, soit à s'expatrier de la France donc vers l'étranger, soit à s'impatrier de l'étranger vers la France. D'accord. Et donc sur la matière fiscale, ça fait combien de temps que tu es dans cette spécialisation et quels sont en gros tes domaines que tu préfères, que tu apprécies le plus ? Ça fait à peu près 15 ans que j'exerce et j'accompagne particulièrement les dirigeants de sociétés, les associés qui ont construit en fait leur patrimoine professionnel et personnel en France et qui souhaitent en fait s'expatrier, donc soit pour des besoins personnels, des envies d'évasion ou tout simplement des opportunités professionnels qui peuvent être l'accroissement en fait de leur groupe, ce qui suppose donc un établissement localement à l'étranger. D'accord. Et maintenant pour revenir du coup un petit peu sur le sujet de l'exit tax, est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà ce que c'est ? Pourquoi cette taxe a été créée et quel est le principe de cette taxe et l'objectif ? L'exit tax, c'est un dispositif donc anti-abus qui vise à empêcher les contribuables d'aller s'expatrier dans des pays où la législation fiscale ou les règles fiscales, en tout cas l'impôt, est moins important qu'en France. Et qui leur permettrait en fait de bénéficier d'une quasi-exonération, par exemple, de la plus-value dans la mesure où ils céderaient leur titre de société. Puisque la fiscalité, on le sait, n'est pas la même en France, en Allemagne, aux îles Caïmans, si on veut aller un peu plus loin. Et donc l'objectif, c'est évidemment de pouvoir casser ces opportunités. Ok, donc oui, en fait, éviter de pouvoir bénéficier d'une fiscalité ailleurs. Et comment ça se passe ? Qu'est-ce qui est mis en place justement pour éviter ça ? Et sur quoi ça s'applique ? Ça s'applique sur les titres de société, d'accord ? Donc c'est les titres qui vous donnent droit en fait à au moins 50%, on va dire, du capital social de la société, ou c'est des titres qui globalement ont une valeur supérieure à 800 000 euros, d'accord ? Et il y a un autre critère qui est souvent en fait négligé, c'est qu'on a aussi une condition de résidence fiscale en France, donc une antériorité en France de 6 ans sur les 10 dernières années. Donc si vous avez séjourné en France moins de 6 ans au cours des 10 dernières années, vous n'êtes pas concerné par l'exit tax, d'accord ? D'accord. Et autre critère, mais bon, il est tellement évident qu'on n'en parle pas forcément, c'est qu'il faut qu'on ait aussi une plus-value. Il faut qu'on soit face à une plus-value latente sur vos titres de société ou alors une plus-value en report d'imposition. Si vous n'avez pas eu d'accroissement de valeur... C'est-à-dire, c'est quoi une plus-value latente ? Et une plus-value sur report latente pour les gens qui nous regardent. C'est-à-dire que entre la date à laquelle vous avez acheté ou vous avez créé votre société et la date d'aujourd'hui, si on considère que les titres, les actions ont pris de la valeur, vous avez une plus-value latente. D'accord. Donc, ouais. Petite précision, si une personne, un entrepreneur en France, développe son activité, donc il a par exemple une SASU, comment ça se passe pour lui ? Est-ce que ça va le concerner ? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on doit déterminer, donc préalablement à son projet d'expatriation,
quelle est la valeur des actions de sa SASU. C'est le premier point. Donc il se rapproche de son expert comptable ou alors d'un évaluateur d'entreprise qui va lui dire si sa société a pris de la valeur. Si c'est le cas, dans ce cas-là, on va regarder s'il rentre dans le champ d'application, s'il est concerné par les règles de l'exit tax. D'accord ? S'il est concerné, on regarde quel est le risque fiscal pour lui, quel est l'impact fiscal, et en fonction en fait de sa situation précise, on établit en fait une stratégie pour organiser son départ de France. D'accord. Et comment il peut savoir si tout le boulot qu'il a fait peut-être les dernières années, ça a de la valeur? Est-ce que ça peut être concerné par l'extact? Comment ça se passe concrètement? Parce qu'une personne va avoir donc une activité, va avoir des clients, va avoir du cash sur son compte de société, et il envisage de partir dans un autre pays. À ce moment-là, il se dit, bon, moi, j'imagine du coup fermer ma société en France, aller à l'étranger en ouvrir une autre. Comment lui peut évaluer si il doit payer une taxe ou pas? Comment ça se passe pour lui? Mais justement, il fait appel à son expert comptable. C'est son D'accord, expert ok. comptable qui le suit depuis le début, qui va être en capacité de lui dire, en tenant compte donc c'est de ses derniers comptes annuels. Bon, en général, quand on fait une valorisation, on tient compte des 3 derniers bilans. En fonction de son chiffre d'affaires et en fonction de son bilan, quelle est la valeur en fait du fonds de commerce détenu par la société. C'est ça en fait. Il y a aussi, je pense, quelque chose d'important, c'est que, en fait, l'exit tax, pour vous donner un peu plus de précision, quand on part, on se dit par défaut, je vais sortir des dividendes, je vais payer ma flat tax dessus, et j'y vais, et je pars. Alors qu'en réalité, ici, l'exit tax, ça vise à empêcher les personnes qui vont partir, qui vont garder leur société, et en fait, qui vont vouloir peut-être attendre 1 an et sortir leurs dividendes pour être imposés, pour avoir une imposition moins importante dans l'autre pays. Je le précise parce que souvent les gens ont la réflexion de je ferme ma société et je pars. Mais en fait, il y a des gens qui partent et ferment ensuite leur société pour ne pas être taxés en France. Donc c'est surtout ça en fait que l'exit tax vise. Ça vise ces personnes-là qui souhaiteraient vendre mais en étant à l'étranger, quoi, pour éviter l'impôt. Et c'est ça, c'est exactement ça. Parce que si on va un peu plus dans le détail, en fait, l'entrepreneur, donc l'associé, transfère sa résidence fiscale à l'étranger. Donc en pratique, il se retrouve dans un pays où la plus-value, s'il décidait de vendre sa société, serait moins taxée en France. Et en pratique, la convention fiscale entre la France et cet État prévoit, c'est dans la majorité des cas, prévoit en fait que la plus-value est en principe imposable dans l'état de résidence, donc c'est-à-dire à l'étranger. D'accord ? Donc s'il n'y avait pas d'exit tax, effectivement, le risque serait que cet accroissement de valeur qui a été produit à partir du moment où il était en France, soit jamais taxé en France. Ok. Et du coup, les biens concernés, tu nous as parlé de titres, enfin tu nous as parlé de parts dans une société de titres. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Est-ce que ça peut concerner l'immobilier? Est-ce que ça peut concerner des cryptos? Est-ce que ça peut concerner d'autres choses? Alors, à l'heure actuelle, ça concerne uniquement les titres de société. D'accord ? Donc, les actions, les parts sociales, certaines créances aussi sur un complément de prix, par exemple, qui sont concernées. Si vous avez l'immobilier qui est détenu par une société qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, cette société, à prépondérance immobilière, est concernée aussi par l'exit tax. À l'heure actuelle, les cryptos ne sont pas concernés par l'exit tax. Bon, ce qui se comprend aussi, c'est qu'on est sur des actifs qui changent en fait, dont la valeur est volatile. Donc ça serait quand même en pratique très compliqué d'aller à déterminer la valeur des titres qui rentreraient dans l'exit tax, sachant que quelques jours après, le temps qu'on dépose le dossier, on serait sur une autre valorisation. D'accord. Et d'ailleurs, concernant les cryptos, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la législation vis-à-vis de ça? Est-ce que tu penses qu'on va peut-être arriver à un moment sur une exit tax qui s'applique aux crypto-monnaies? Qu'est-ce que tu en penses? Mais à partir du moment où effectivement on sait que ce sont des actifs qui représentent une certaine valeur et qu'on peut atteindre des montants assez significatifs, effectivement il n'est pas à exclure que ça soit d'ailleurs la France ou même l'Union européenne
se saisissent de la question. On a fréquemment, chaque année, se pose la question d'intégrer dans le projet de loi de finances une mesure qui concernerait les cryptos. On voit que la France se saisit progressivement du sujet. On a une taxation à la fois pour les particuliers sur leurs gains en crypto et également pour, on va dire, ceux qui ont une casquette plus professionnelle, qui font du trading sur la crypto. Donc effectivement, la prochaine étape, ça serait d'intégrer en fait ces éléments dans l'exit tax. Mais comme je dis, on est sur des difficultés pratiques pour déterminer une valeur à intégrer dans l'exit tax. Donc reste à savoir comment l'administration fiscale va faire en sorte de trouver des arbitrages. Et d'ailleurs, tu parlais de professionnels. Est-ce que là, pour le coup, on serait pas peut-être pour les personnes qui font du trading, parce qu'au début, je sais que dans les cryptos, souvent les gens commencent un petit peu, ils testent, ils tâtonnent, et après ça peut devenir ça peut être plus fréquent. Est-ce que là, on tomberait pas un petit peu sans s'en rendre compte dans une société en fait, et du coup se voir appliquer un exit tax si on cash out nos cryptos à l'étranger? Alors, on pourrait avoir un sujet, ça serait le cas effectivement où tu aurais une personne qui ferait du trading et dont en fait les revenus tirés de cette activité représenteraient principalement ses revenus, on va dire professionnels, en tout cas de son foyer fiscal. Et si on considère en fait que de facto il a une entreprise individuelle, parce qu'il a une activité économique et professionnelle, le fait de quitter le territoire français pourrait être requalifié de cessation d'entreprise. Et en cas de cessation d'entreprise, l'ensemble de son bénéfice, donc sur ces cryptos, serait taxé en France. Ah, donc on pourrait revenir de manière rétroactive sur l'activité en la requalifiant, quoi, du coup. Ouais, exactement. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le fisc, en principe, a 3 ans pour contrôler un contribuable, donc sur 3 ans en arrière. Si on est sur une activité économique qui n'a pas été déclarée auprès des autorités, on peut remonter jusqu'à 6 ans. D'accord, ok. En arrière. Ouais. Maintenant, concernant l'expatriation, donc si je souhaite partir, qu'est-ce que je vais devoir faire avec l'administration? Imaginons, voilà, j'ai une société qui tourne, peut-être qu'elle tourne sans mon intervention, donc j'ai des employés, j'ai un directeur, etc. Mais j'ai quand même pour projet de la revendre, donc potentiellement exit tax. Quelles vont être les démarches administratives à faire? Alors, sur les démarches administratives, tout dépend en fait dans quel état la personne souhaite s'expatrier. C'est pas pareil de s'expatrier au sein de l'Union européenne que dans un pays avec lequel la France n'a pas de convention fiscale, puisque une expatriation en fait dans l'Union européenne présente en fait des formalités administratives très allégées, puisqu'on bénéficie d'un sursis de paiement automatique, donc la personne peut aller s'installer dans l'Union européenne et ensuite gérer l'année d'après, l'année suivant celle de son transfert, les formalités déclaratives. Ce qui n'est pas le cas si on décide de s'expatrier, par exemple aux Émirats Arabes Unis, pour lesquels on n'a pas forcément donc une convention de recouvrement qui permettrait à la France d'avoir des garanties pour pouvoir recouvrer l'exit tax s'il était dû. Et là, dans ce cas-là, il faut déposer un dossier 90 jours avant le départ, donc ce qui suppose d'anticiper la date officielle du départ de France. Donc déposer un dossier et présenter des garanties qui vont permettre au fisc de s'assurer de la possibilité de recouvrer, de se faire payer l'exit tax dans la mesure où les conditions du sursis de paiement seraient plus remplies. D'accord. Donc si je résume bien pour essayer de simplifier, en gros, si une personne ne souhaite pas payer de flat tax en France sur sa société, donc c'est-à-dire ne pas avoir d'exit tax, elle doit aller dans un pays, elle pourra le faire au bout d'un certain temps, et si elle va dans un pays qui n'est pas dans l'Union européenne ou qui n'a pas signé certains accords, pour éviter qu'elle s'enfuit avec la taxe, en tout cas qu'elle ne la paye pas, l'administration nous demande de donner une garantie, c'est ça, de payer en avance au cas où sur la valeur qui est évaluée de la société en question, c'est ça? Alors, oui, exactement. Soit on paye en avance l'exit tax, mais dans 99% des cas, on ne le fait pas. Soit on présente des garanties de recouvrement. D'accord. C'est-à-dire, c'est des garanties
qui vont permettre à l'administration fiscale française de s'assurer que l'impôt sera payé si un événement particulier arrivait. Et ça va être quoi, par exemple? Alors voilà, ces garanties, ça va être soit des sûretés qui sont prises sur les actions en fait détenues par le contribuable, donc c'est-à-dire un nantissement. Donc vous c'est-à-dire concrètement. Concrètement, vous avez des actions que vous présentez en garantie auprès du fisc, c'est-à-dire qu'en cas de défaillance, les titres deviennent la propriété du fisc. Ah oui, d'accord. Ça peut être autre chose, ça peut être un bien immobilier, par exemple, dire voilà, je vous mets en garantie mon bien ou autre chose. Ça peut être une hypothèque sur un bien immobilier. Bon, là, on est quand même sur une procédure assez lourde à mettre en place, donc c'est pas celle qui est privilégiée. Ça peut être une garantie bancaire. Alors là, par contre, ça a un coût. Donc c'est à négocier avec la banque. Ça peut être une sûreté sur un contrat d'assurance vie, par exemple. D'accord. Ok, ouais, je vois. Ouais. Mais ce qui est privilégié en pratique, ça va vraiment être le nantissement sur les actions de la société. Donc ça, ça prend la forme d'un contrat qui est conclu avec le fisc et que votre avocat rédige. Et comment dire, et en pratique, le transfert de propriété des actions n'intervient pas à partir du moment où l'exit tax n'est pas dû. Ok. Et en termes de délai, ça se passe comment? Au niveau des délais, par exemple, tu parlais de 90 jours. C'est quoi aussi les délais de l'exit tax? Donc, c'est-à-dire si on veut vendre notre société, mais qu'on n'est pas pressé, au bout de combien de temps on pourra le faire sans devoir payer d'impôts en France? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces différents délais? La procédure administrative vis-à-vis du fisc, en prenant pour hypothèse qu'on va s'installer dans un pays qui n'est pas dans l'Union européenne et qui n'a pas forcément une convention fiscale spécifique avec la France. 90 jours avant le départ, on doit déposer le dossier auprès du fisc. On demande le sursis de paiement de l'exit tax. Et en fait, c'est même avant 90 jours. En fait, c'est 90 jours avant, on dépose le dossier, ce qui suppose qu'avant, il faut qu'on puisse préparer le dossier. D'accord. Okay, donc, on va dire 4 mois avant le départ de France, il faut que le contribuable se rapproche de son conseil pour discuter de sa situation, envisager le calendrier, et ensuite on dépose le dossier 90 jours avant. Des échanges avec l'administration se font pour discuter des garanties qui sont offertes par le contribuable. Soit le fisc accepte, soit il demande un complément, en tout cas un confort dans les garanties proposées. Mais en tout état de cause, le dossier, se finalise, soit avant le départ officiel du contribuable de la France, soit quelques jours après. Et si on oublie? Si on l'a pas fait, là, on doit partir dans une semaine et en regardant cette vidéo, on se rend compte qu'en fait, on n'a rien fait de tout ça, on n'était pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? On discute. On discute puisque ce qu'on veut surtout pas, c'est effectivement que le fisc puisse identifier un transfert de domicile fiscal qui n'aurait pas été déclaré et pour lequel un exit tax serait dû, parce que là, on vous demandera de payer l'impôt immédiatement et en plus, on vous appliquera des pénalités de retard. D'accord. Donc, c'est au cas par cas. Du coup, il faut voir un petit peu comment gérer la situation. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas parce que on peut avoir des contribuables qui se sont déjà manifestés auprès de l'administration fiscale, des URSSAF, de la sécurité sociale pour annoncer un départ. Et donc là, il va falloir rattraper le coup le mieux possible. Soit certains contribuables sont partis, on va dire, en mode sous-marin, n'ont pas forcément déclaré le départ. Et là, pour le coup, on a plus de latitude pour organiser un départ officiel de France. Ok. Et après, du coup, sur les délais, pendant combien de temps l'exit tax s'applique? Donc, si je souhaite pas vendre tout de suite, voilà. Ouais. L'exit tax, en fait, sur des plus-values latentes, donc c'est-à-dire c'est des plus-values que le contribuable n'a pas réalisées, il a créé sa société, elle a pris de la valeur et quitte le territoire français. On a l'exit tax qui est calculé, on demande un sursis de paiement. Si les titres valent moins de 2 570 000 euros, au bout de 2 ans, l'exit tax est annulé. Donc il est annulé, on l'oublie. Si on est sur des titres qui valent plus de 2,5 millions, dans ce cas-là, le délai passe à 5 ans. Ok. Voilà. Et on a un dégrèvement.
Si par contre, au préalable, avant de partir du territoire français, le contribuable a mis en place une holding, il a apporté les titres de sa SASU à une holding qu'il contrôle, là on est sur un report d'imposition, ce qui est pas du tout pareil. Il quitte le territoire français, il y a l'exit tax qui est due aussi, comme pour la plus-value latente. J'ai des garanties aussi à proposer en fonction de l'état de destination. Là, par contre, cette plus-value en report d'imposition sera jamais dégrevée. Donc l'exit tax vivra jusqu'au jour où j'aurai un débouclage, donc jusqu'au jour où la holding sera cédée ou sera liquidée, ou alors le jour où le contribuable rentrera vivre en France. Ah oui, d'accord. Ok. Et comment ça se passe d'ailleurs au niveau de l'administration? Comment ils font pour vérifier tout ça? Si on va dans un autre pays, qu'est-ce qui est mis en place en général? En fait, maintenant, les conventions fiscales prévoient un échange automatique d'informations. Donc à partir de là, et c'est surtout au niveau des comptes bancaires, où les administrations locales arrivent en fait à suivre l'activité en fait des contribuables. Donc suffit que le contribuable quitte le territoire français, n'ait pas respecté les formalités exit tax et un jour décide de céder les titres de sa société. L'administration fiscale pourrait être informée en fait de cette opération parce qu'en fait on aurait la cession qui serait enregistrée auprès de l'administration fiscale parce qu'il y a des droits d'enregistrement qui sont dus. Et là ça pourrait déclencher un contrôle. Ah bah oui, parce que oui, quand il y a une vente, automatiquement c'est signalé, enfin tout est tracé, donc c'est ça. Après le lien est vite fait, ouais. Ok, super intéressant, merci pour tous ces détails. Peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais des petites astuces à nous donner, peut-être des anecdotes ou des éléments qui pourraient être pertinents à prendre en considération vis-à-vis de l'exit tax avant de partir? Alors oui, il y a quelques éléments qu'on peut aborder ici rapidement. À partir du moment où on parle de plus-value, il faut envisager la possibilité de donner une partie de ces actions à ses enfants afin de limiter finalement la plus-value qui serait concernée par l'exit tax, parce qu'on sait que la donation permet de purger en fait la plus-value. Okay. Faut pas non plus exclure aussi en autre alternative la possibilité de mettre en place une holding. Surtout si on est sur un processus de vente, par exemple, de ces actions à un repreneur dans le délai de 2 ans, donc dans le fameux délai de 2 ans que nous avons besoin d'atteindre pour bénéficier de l'annulation de l'exit tax après être parti de France. Donc tout ça, ça permet de décorréler les calendriers, à la fois le calendrier de vente et le calendrier de départ. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte et qui nous revient en fait de l'administration fiscale, c'est sur les garanties proposées. Et on commence à avoir plus de discussions avec le fisc sur la qualité des garanties qui sont proposées, et donc on a un resserrement de vis des autorités, et donc il y a vraiment une stratégie à avoir dans les garanties qu'on propose au fisc. D'accord. Donc quoi, il y a des solutions quand même pour optimiser son départ, optimiser cet exit tax et donc la vente. Moi, peut-être, j'ajouterais aussi autre chose, parce que ça peut arriver que des personnes veulent s'expatrier mais ne savent pas encore où. Il faut savoir que là, on parle en fait de l'exit tax, c'est si vous voulez vendre 2, 3 ans, 4 ans après votre départ, eh bien, en tout cas pendant le délai de 2 ans ou de 5 ans, vous devez dans tous les cas payer l'impôt, donc c'est-à-dire les plus-values, donc la flat tax, en France. Si vous êtes dans un autre pays, et imaginons que dans ce pays-là, eh bien, cette flat tax est à 10% au lieu de 30%, eh bien, il peut arriver que dans certains accords, eh bien, vous ne payerez que 10%. Ou alors même, carrément, même, je crois qu'avec les Émirats, c'est le cas. Là, il n'y aurait pas du tout même d'imposition si on s'expatrie aux Émirats et qu'on vend une société en France, c'est bien ça. Oui, exactement. Et là, on voit, on bifurque sur des enjeux qui sont plus globaux et qui vont concerner l'exit, la résidence fiscale. C'est comment garantir, là pour le coup, qu'on est bien résident fiscal dans l'État en question pour bénéficier à la fois de la législation locale et de la convention fiscale. Ça va être tout l'enjeu. Donc il y a tout plein de paramètres à prendre en considération pour optimiser en fonction du choix qu'on va faire, en fonction des délais, en fonction de la mise en place, de la structuration, des projets moyen, long terme de réinvestissement, etc., etc. Donc, Et d'ailleurs, il y a un point aussi à prendre en considération, on va dire, c'est l'effet qui se coule aussi, l'expatriation.
c'est qu'au bout du délai de 2 ans, donc vous arrivez à annuler l'exit tax. On reçoit un avis d'imposition qui vient donc mettre fin à cet impôt côté français. C'est pas pour autant que le contribuable en a fini avec le fisc français, puisqu'on a des conventions fiscales qui peuvent prévoir que dans certaines situations, la France a toujours le droit de taxer la plus-value. C'est des conventions et nos auditeurs peuvent les consulter, qui prévoient notamment une participation, le cas d'une participation de plus de 25% dans le capital d'une société française. Donc là, on a géré l'exit tax. Maintenant, il faut gérer la sortie. Et gérer la sortie, ça peut nécessiter, des nouveaux ajustements sur l'état de destination. Ouais, c'est nombreux pièges qu'on peut retrouver, oui, sur certaines situations. Ouais. Donc en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments-là. Comme je vous ai dit, de toute façon, je travaille très très souvent avec Julien sur certains dossiers, sur certains clients qui ont besoin d'aide pour aller un petit peu plus loin ou avec des projets un petit peu plus complexes. Donc si vous avez besoin de son contact, je mettrai tout ça en description. Merci Julien, c'est un plaisir. Je pense que peut-être je te referai passer sur la chaîne sur d'autres sujets tout aussi intéressants. Et puis sur ce, je te souhaite une bonne année 2025 puisqu'on est en début d'année. Et puis voilà. Bonne année à toi, Émile, et merci. Merci. Salut Julien.